Bonsoir chers amis, je vous adresse cette vidéo. Vous avez pu observer que je suis de moins en moins présent et de moins en moins actif sur les réseaux sociaux parce que c'est plutôt la vie réelle à laquelle je dois m'atteler aujourd'hui et pas ma vie réelle personnelle mais bien la vie réelle du réseau et la vie réelle de toutes nos actions et de tous les projets dont je vous ai parlé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois qui doivent maintenant entrer dans une phase de matérialisation. C'est bien gentil de parler, c'est bien gentil de conceptualiser, c'est bien gentil de projeter, mais ensuite un jour il faut matérialiser. Donc je vous fais un point vidéo aujourd'hui. En cette date, nous sommes donc le 26 octobre 2024. Et donc je dois vous faire un point complet sur différentes choses tenant autant au contexte géopolitique qui est bien sûr le grand océan, le grand environnement qui bien sûr détermine les actions que nous pouvons mener ensuite, bien sûr le contexte politique, et enfin les actualités et les projets du réseau, donc le réseau que vous connaissez, dont je vais vous redétailler en quoi il consiste, et enfin mes actualités ensuite personnelles à la fin. Je le mets à la fin parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais beaucoup de personnes me posent des questions, donc il est bien normal que j'y réponde, d'autant plus que ces actualités personnelles, notamment judiciaires dont je vous parlerai, ont un impact encore aujourd'hui sur mes déplacements et sur mes capacités de déplacement. Voilà. Donc je démarrerai assez rapidement par le contexte géopolitique. Tout ce dont je vous parle, pas forcément en sagesse ou en raison depuis plusieurs années, mais des choses que je sens, que je pressens, et des informations que je croise, et ensuite que j'essaie de consolider dans ce qu'on appelle du renseignement, qu'on vous met à disposition depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, est en train de se produire. Nous allons arriver, nous sommes sur une phase de montée aux extrêmes, nous allons arriver sur des tensions exacerbées, des tensions provoquées délibérément par un plan dont je vous ai parlé à plusieurs reprises encore une fois. Le plan est en train de se dérouler sous nos yeux et nous souhaitons regarder ailleurs. Alors je dis nous, moi je regarde pas ailleurs, je vois ce qui se passe et ça me terrifie. Et ça devrait vous terrifier également, mais pas vous terrifier pour rester tel un animal piégé, pétrifié devant les phares d'une bagnole, mais bien vous terroriser pour ensuite vous mettre à agir. Voilà. Et arrêter de subir, et arrêter d'être spectateur. Rien que cette vidéo, quel que soit le temps que j'y passe ce soir, est une vidéo qui est surnuméraire, qui est inutile par rapport à l'océan de vidéos que vous verrez de partout et qui, à la fin de la journée, vous force, et c'est ce que je regrette d'ailleurs, vous place dans une situation de spectateur. Vous prenez votre téléphone, vous regardez cette vidéo. Paradoxalement, je vais vous demander de mettre un pouce, de partager différentes choses sur tous vos réseaux. Mais c'est très paradoxal parce que d'un autre côté, ce partage va justement consolider le système dans lequel nous sommes, qui est un système en fait de suggestion, de soumission et de spectateurs, où on vous demande pourtant, paradoxalement, de devenir des acteurs. Donc, le premier geste de l'acteur serait de prendre ce téléphone et de le jeter. Le premier geste serait de ne pas partager, justement. C'est contre-intuitif, et c'est ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, il faut qu'on arrive malgré tout à communiquer. Dans le temps qui nous reste, et avec les moyens de communication qui nous restent. Voilà. Donc, contexte géopolitique, le feu qui a été allumé donc maintenant depuis quasiment 10 ans en Ukraine, vous le savez bien, a été exacerbé à partir de 2022, plus de 2 années de guerre. L'Ukraine est un pays détruit, son économie est détruite, sa démographie est largement détruite également. C'est un pays qui ne se relèvera pas, dont la vitalité a été durablement affectée, comme l'a été la vitalité de la France et des pays européens après 14-18. C'est exactement, on pourrait être dans une quasi-analogie par rapport à ce grand suicide européen, mais c'est pas un suicide, en fait, c'est un assassinat. Voilà. Suicide européen, ça voudrait dire qu'on a voulu se suicider, ce qui n'est pas le cas. C'est un assassinat, c'est-à-dire presque une action génocidaire qui prend le masque d'une guerre mondiale, mais en fait c'est un génocide mondial. On pousse les peuples en fait vers une extinction programmée. Et dans cette extinction, ils y vont et nous y allons comme des somnambules, comme le rappelait Guénaud quand la guerre a démarré en 2022, la guerre russo-ukrainienne, ou plutôt on devrait dire russo-otanienne. Premier feu. Deuxième feu, forcément, Proche-Orient, Palestine, conflit israélo-palestinien. Israélo-palestinien.
D'accord? La Palestine est toujours, j'ai déjà commis une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois, quasiment un an d'ailleurs, après le 7 octobre. La Palestine a toujours eu une existence historique contemporaine, une réalité historique contemporaine. Donc on ne peut pas le rayer d'un coup de plume, et on ne peut pas le rayer non plus à coup de bombes, et de tapis de bombes, comme le font actuellement les Israéliens, qui ont effectivement perdu entre 1200 et 1400 citoyens israéliens le 7 octobre, et donc, c'est tout à fait normal, en proportion, plutôt devons dire en disproportion, qui le déchaîne les flammes de l'enfer et fasse subir tout d'abord aux Gazaouis, puis aux Cisjordaniens, parce que n'oubliez pas la Cisjordanie, il y a Gaza et la Cisjordanie, et maintenant le Liban. Qu'est-ce que sera la suite en date? Peut-être ce sera la Syrie, peut-être ça va être l'Iran, je ne sais quoi. Ils sont en train de déchaîner les flammes de l'enfer pour 1200 morts, illégitimes bien sûr, il ne fallait pas que ces personnes-là meurent. Eh bien en face, ils vont en faire mourir 100 000, 200 000, 400 000, c'est quoi en fait? C'est même pas la loi du talion. La loi du talion, telle qu'on peut l'imaginer dans l'Ancien Testament, était une loi de proportionnalité. Œil pour œil, dent pour dent, un œil pour un œil, une dent pour une dent. Pas une dent pour 10 dents. C'était ça en fait la loi du talion historique. Ancestrale, devons-nous dire. Donc on n'est même pas dans la loi du talion. On est dans une loi une loi d'extermination pure et simple qui ressemble vraiment à des méthodes vraiment pré-abrahamiques. Hein. On est vraiment dans de l'extinction programmée, dans une barbarie programmée qui prend des formes très modernes. Hein. N'oubliez pas que on a traité les nazis de barbares par toutes leurs actions en 39-45, et c'est un fait. Mais les nazis, tout barbares qu'ils étaient, écoutaient Wagner, hein, donc c'était une forme de civilisation soi-disant avancée. Eh bien, Israël aujourd'hui, c'est pareil. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, il l'appelle la perle démocratique du Proche et du Moyen-Orient. Michel Onfray va jusqu'à dire que c'est le vaisseau amiral de l'Occident, et puis quoi encore, ce Tartuffe ne sait même pas ce que c'est un Orient, un Proche-Orient, un Moyen-Orient et un Occident, visiblement, donc on a vraiment affaire à une imposture qui prend la gueule et les sales lunettes carrées, aujourd'hui de Michel Onfray qui parle d'Israël comme le vaisseau amiral de l'Occident, et le phare de la civilisation judéo-chrétienne. Espèce de vendu, espèce de traître, bref. Contexte géopolitique qui, bien sûr, ne va pas s'arranger parce que, comme le rappelait, alors je vous invite à écouter cette intervention de Régis Le Sommier, qui est pas un idiot, et qui a analysé avec précision ce qui se passe depuis maintenant plus de 2 ans autour de Taïwan. Personne n'en parle, bien entendu, mais autour de Taïwan, on doit être globalement au 4e exercice aéronaval chinois qui projette tout simplement en fait d'envahir Taïwan. Tout simplement. Voilà. Avec il y a encore quelques jours, Xi Jinping qui disait à ses troupes, et non pas cette fois-ci pas en costard, mais en treillis, les gars, préparez-vous à la guerre. Donc il y a cet allumage de feu à différents endroits de la Terre qui ne s'éteignent pas. Et un feu en alimente un autre. Je doute que nous ayons en face des personnes et des personnalités politiques dignes de ce nom, ce qu'on peut appeler traditionnellement des hommes et des femmes d'État qui soient capables d'éteindre ce feu, tout simplement parce qu'il y a actuellement une grande suggestion de tous ces hommes, ces pseudo-hommes et femmes d'État, à des rapports de force qui sont discrets, voire des rapports de force qui sont occultés, et dont parle avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'acuité Pierre Hillard, quand il parle des Lubavitch. C'est très intéressant quand il parle. Je reviendrai après sur Pierre Hillard, pour vous faire une annonce à ce sujet. Donc, contexte géopolitique dégradé. Il ne nous a pas échappé, dans ce contexte géopolitique dégradé, et bien que les tensions vont s'exacerber. L'Empire américain est en train de sombrer, ou plutôt l'Empire américain qui servait de cache-nez à l'État profond occidental est en train de sombrer. Donc ils ont vampirisé cet Empire américain et sa richesse, sa vitalité, jusqu'à ce qu'il tombe, et c'est le cas aujourd'hui. Donc on est face à une remise en question de cet Empire américain par les BRICS, d'accord, qui ont encore manifesté il y a quelques jours combien ils sont, non pas homogènes, parce qu'il y a une grande disparité ethno-culturelle dans tout cela, mais comme ils sont bien alignés. On parlait souvent du mouvement des non-alignés qui remonte à Tito, Nasser dans les années 60-70. Là, les BRICS sont alignés sur des objectifs
et ces objectifs sont de remettre en cause l'unipolarité américaine, et donc c'est ce dont parlait Feu Chirac il y a encore quelques années, dont je ne loue pas du tout l'action, sauf à ce qu'il a fait avec Villepin en 2003, c'est la seule chose qu'ils aient faite de correct, et les essais nucléaires, mais à part ça, Chirac aspirait à un retour de la multipolarité dans laquelle la France redeviendrait l'arbitre international. C'est manifestement ce à quoi aspirent les BRICS. Donc on y revient de force. Voilà. Mais dans l'apparition de ce nouveau monde, entre l'unipolarité et la multipolarité souhaitée par les BRICS, eh bien il va y avoir une guerre. Tout simplement. Parce que des personnes, des groupes d'intérêt qui possèdent le pouvoir ne peuvent pas le lâcher sans essayer à tout prix eh bien, de le conserver jusqu'au bout. Voilà. La bête est blessée, et une bête blessée est très dangereuse. Voilà. Donc je ne pense pas que ça s'éteigne par l'élection, que ce soit de Kamala Harris, qui visiblement ne sera pas élue, sauf remise en question fondamentale ou coup fourré encore de l'état profond. Mais je ne pense pas non plus que Trump change les choses radicalement. Je ne pense pas. Parce qu'il a trop, je pense, de liens d'intérêt avec ces sociétés secrètes cachées qui sont à la manœuvre derrière tout l'empire occidental, mais aussi les empires orientaux. Alors pas nécessairement la Chine, mais on parle bien de la Russie. Donc je reviens encore à ce que dit Pierre Hillard sur les Lubavitch, c'est très intéressant. Mais je ne vais pas en parler ce soir. Voilà. Donc contexte géopolitique dégradé qui bien sûr met en lumière, donc cette fois-ci dans le contexte politique, donc point numéro 2, point numéro 1, je finis, j'arrête pour là, ça fait 10 minutes, ça suffit. Donc point numéro 2, cette dégradation géopolitique met en lumière combien nos hommes politiques et femmes politiques ne sont que des politiciens et politiciennes de bas étage, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. À part Macron qui... alors je ne sais pas s'il a décidé, in fine, de suivre le dernier conseil du dernier diplomate avisé du Quai d'Orsay, qui lui a dit on ne peut pas abandonner le Liban de cette façon-là. La France a une mission historique d'assistance et de protectorat, comme ça l'était à l'époque auprès du Liban. On ne peut pas laisser Israël détruire ou tout simplement s'emparer du Liban et d'en faire son propre protectorat d'un futur grand empire israélien. C'est la seule action que Macron ait faite de bonne, à mon sens, depuis 7 ans. Voilà, c'est la seule chose que je mets à son crédit. Mais peut-être que dans un grand élan de dépression qu'il subit depuis maintenant des mois, en ayant perdu la partie après la dissolution, il se soit mis à laisser, on va dire, les diplomates faire leur travail. Tout simplement. Voilà. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes élyséennes, dans les arcanes du Quai d'Orsay. Et ça ne change rien de toute façon. Ça ne change rien à l'état pitoyable de la France, à notre pays qui est totalement désindustrialisé, qui est bientôt totalement dépaysanisé. Il n'y aura plus de paysans bientôt. Donc il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'ouvriers, il y aura bientôt plus de paysans, et il ne restera plus que des sous-prolétaires, d'une société postmoderne qui s'appuie principalement sur du service, que ce soit les Uber, les Amazon, des choses comme ça, et de services qui s'appuient sur des produits qui ne sont même plus produits en France. Donc autrement dit, nous sommes la France, un pays qui est très largement fragilisé et très largement tributaire d'autres nations autour d'elle. Jadis, c'était pour les matières premières. Maintenant, c'est pour l'industrie lourde comme l'industrie avancée. Et demain, ce sera peut-être tout simplement pour notre alimentation. Alors que la France, jadis, était une terre halieutique fantastique, un jardin d'Éden, qui permettait de nourrir 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. Donc la France ne doit pas avoir faim. Le peuple français ne doit pas avoir faim. Ce jardin permettait de dégager de la liberté et de la compétence, du temps disponible pour se former, que ce soit en artisanat ou en ingénierie, pour ensuite équiper ce pays des meilleures infrastructures techniques et technologiques, qu'elles soient artisanales ou de très haute industrie, nous permettant donc de rayonner à travers le monde pour tout.
pour que ce soit pour la qualité de notre patrimoine vivant, notre patrimoine culturel, matériel comme immatériel, patrimoine technologique, patrimoine culturel, bref, nous avions tout, et maintenant nous n'avons plus grand-chose. Nous n'avons plus grand-chose. Et dans tout cela, eh bien, les Français qui sont divisés, poussent tous leur chant du cygne, mais tous de façon décalée. Il y a eu le chant du cygne des Gilets jaunes, ils l'ont poussé. Vont-ils revenir dans pas longtemps? Peut-être. Les Gilets jaunes vont-ils réapparaître ou revivre et conjuguer leurs forces avec les paysans? Peut-être. Mais voilà, le chant du cygne des Gilets jaunes qui a suivi le chant du cygne des blouses blanches, des robes noires, bref, tous ces chants du cygne de personnes qui ont été frappées d'une façon ou d'une autre, soit par la paupérisation, soit par la remise en question de leurs règles. Je parle des blouses blanches quand même. Le serment d'Hippocrate a été largement piétiné. Voilà, donc il y a eu aussi un chant du cygne par rapport à tout cela. Nous disparaissons en tant que soignants, en tant qu'aidants. Oui. Bon, les robes noires, j'en parle même pas aussi. Ils ont disparu, ils se sont fait voler tous leurs actifs par Macron. Tant pis pour eux, c'est eux qui avaient aussi voté en majorité pour la Macronie, hein, la Startup Nation. Voilà. Bref, on est arrivé au chant du cygne ensuite des retraités qui n'avaient plus la force physique pour dire autre chose que je ne suis pas content et finalement se soumettre. Et nous arrivons maintenant au chant du cygne des paysans qui sont les derniers en capacité de s'opposer au régime et les derniers en capacité de s'opposer physiquement au régime. Physiquement au régime. Avec la rusticité qui les caractérise, rousse, l'agricole, rustique, la rusticité qui les caractérise, mais aussi la mécanisation et l'équipement qui les caractérise. Les paysans peuvent encore renverser la donne. Mais autant faut-il que leur lutte s'ouvre suffisamment pour agréger d'autres luttes sans que ces autres luttes ne noyautent et n'intoxiquent la lutte paysanne actuelle, qui pourrait être une base susceptible d'être élargie pour une lutte pour la France. Une lutte pour la France. J'ai fait plusieurs appels du pied. Alors pas à la FNSEA, hein, je vous rassure. Mais ils sont en cogestion avec ceux qui nous ont mis dans la merde depuis maintenant 30 ans. Donc faut pas attendre que ce soit nos bourreaux qui nous sauvent. Hein. J'envoie ce message à tous les bons Français qui attendent que les bourreaux d'hier soient des bourreaux un peu plus gentils que la veille. Non mais ça marchera pas. Un bourreau est un bourreau. C'est ontologique. Il ne peut pas changer. Et en plus, il a pris un plaisir, il a pris une jouissance à vous faire du mal. Parce que ces gens-là sont complètement pervertis. Donc n'attendez pas que le bourreau vous sauve. Voilà. Ça ne marchera pas. Donc tournez-vous vers autre chose, vers d'autres systèmes, vers d'autres personnes, mais pas les personnes qui sont sustentées par ce système qui est en train de vous détruire. C'est pas possible. Faut changer de paradigme. Vous êtes obligé. Changer de paradigme, le système. Le système ne vous plaît pas, faites un pas de côté, créez ce système. Changez-le. Changez-le. Et pour ça, il faut travailler. Et c'est beaucoup d'efforts. Il ne faut pas le claironner de partout sur tous les toits et en parler en permanence et être en permanence avec son téléphone vissé sur l'oreille et sur le bout du nez. Ceux qui travaillent le savent. C'est patient, c'est discret, c'est du moyen, c'est du long terme. Et c'est dur. Et je vais vous en parler après. Parce que tous les projets, on les suit et c'est très dur. Très très dur. Mais on va y arriver. Donc, contexte politique, toutes les personnes qui me cassent les pieds en permanence et même sous cette vidéo vont dire la seule solution c'est le Frexit, par exemple, je leur dis, mais ton Frexit, mec, comment tu vas l'obtenir? Quel est ton modus operandi pour obtenir le Frexit? Tu vas prendre encore 30 ans, comme l'a fait Nigel Farage en Angleterre, pour essayer d'imposer le Frexit, mais ils n'en veulent pas de ton Frexit. Ils vont tout faire, tout l'appareil médiatico, le cirque médiatico, politico, économico, financiaro, tout ce que vous voulez, va tout faire pour ne pas permettre ce Frexit. Donc si vous voulez le Frexit, que la France sorte de l'Union européenne, qu'êtes-vous prêt à faire pour cela? Qu'êtes-vous prêt à faire pour cela? À part crier Frexit ou écrire Frexit. Et si vous criez et vous écrivez Frexit,
c'est que vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Pour beaucoup. Mais un jour, peut-être il faudrait dans la rue. Pour non pas demander gentiment, poliment que le Frexit arrive, mais l'imposer. L'imposer. Et comment s'impose-t-on dans la rue? Ben, par la force. C'est tout. Alors, les gens vont me dire, ah oui, mais vous comprenez, il y a des Robocop, il y a des gros blindés avec des tourellos automatiques de 12-7, j'ai peur. Ben, restez chez vous et ne bougez pas. Et attendez que ça vienne. Et subrepticement, avec une grande délicatesse et une grande fourberie, ils vont vous endormir, encore plus vous diviser, encore plus vous liquéfier, et à la fin, encore plus vous liquider. Quoi. Quand ils vous auront bien liquéfié, vous serez arrivé à l'état liquide, ils vont vous liquider. Quoi. Et il n'y aura plus rien de vous. Quoi. Il n'y aura plus rien de vos existences, il n'y aura plus rien de vos économies, il n'y aura plus rien de vos familles, il n'y aura plus rien de la France. Plus rien. Plus rien. Voilà. C'était le petit, la petite pression affectueuse. Affectueuse. J'ai beaucoup d'affection pour vous tous. Mais il faut qu'on se mette un peu la pression les uns les autres. Point 1, contexte géopolitique. Point 2, contexte politique. Alors tous ceux-ci qui me cassent les noix avec les syndicats, avec le Frexit, avec le RN, avec tout ça, prenez une grande inspiration ou priez peut-être, tout simplement. Et demandez à vos saints patrons, demandez à la Vierge Marie, demandez au Christ qui vous apporte l'esprit de discernement, le charisme de discernement, pour qu'un jour vous arriviez à discerner les bons des mauvais, les gens qui vous abondent de gentils messages, de jolis messages, que ce soit dans les médias ou à l'Assemblée nationale ou au perchoir, qui que ce soit, ce ne sont que des messages. Quand est-ce que vous allez vous mettre, avec votre discernement, à opposer le message à l'action politique réelle et surtout aux résultats ressentis? Quand est-ce que vous allez le faire? Vous êtes abreuvé de messages et vous êtes, pour beaucoup, malheureusement, des girouettes. Vous ne faites qu'écouter le dernier message en date, le plus frais possible, d'une personne bon teint qui sort de je ne sais où, et vous vous ralliez à cette heure, dire, ah ouais, lui, ce qu'il dit, c'est vachement bien, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il dit? Ah oui, mais ne critiquez pas le porteur du message, c'est le message qui est important. Ben non. Celui qui porte le message, c'est pas un facteur. Hein. Souvent, c'est un homme politique, ou c'est quelqu'un qui a une arrière-pensée, ou c'est quelqu'un qui vient d'un réseau. Il porte un message. Et il le porte pour certaines raisons, ce message. Comme moi, j'ai des raisons de porter le message que je vous envoie aujourd'hui. Des raisons très claires. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes à la 23e minute, donc je passe au point numéro 3, j'avance, je ne veux pas vous abreuver, vous assommer d'une vidéo qui ne soit pas utile, donc il faut aller vers l'utile aussi. Donc, au-delà du message, qu'est-ce qui est utile? Il est utile de préparer le monde d'après. Il est utile de préparer le monde d'après. Si le monde actuel est en train de s'écrouler comme il s'écroule, avec les pertes qu'il y aura, avec les dommages collatéraux qu'il y aura, avec les tragédies qu'il y aura, si vous ne préparez pas ce qui vient ensuite, vous allez encore plus souffrir. Alors bien sûr, hein, moi demain, je peux être... ma vie peut s'arrêter, elle peut s'arrêter pour des raisons naturelles ou non naturelles, voilà, et j'aurais fait ce que je souhaitais faire, et avec les moyens qui m'étaient donnés de le faire, je ne serais pas arrivé à mes objectifs, mais j'aurais au moins essayé de faire quelque chose. Essayer de créer non pas que de l'espoir ou que d'un plaisir momentané suite à la visualisation d'une vidéo qui va vous faire remonter vos émotions et vos énergies parce que vous êtes bas et tout ce système est intentionnellement en train de vous mettre en bas exprès pour vous garder le nez dans la merde comme ils savent le faire. C'est pas juste ces vidéos-là qui sont importantes, c'est ensuite qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Demandez à n'importe quelle initiative, qu'elle soit associative, politicienne, politique, non politique, métapolitique, apolitique, apartisane, concrètement, on fait quoi? C'est quoi le plan? Alors bien sûr, les personnes ne pourront jamais vous dire le plan.
pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Les bonnes, c'est si par exemple ils veulent vraiment changer les choses, c'est dangereux pour eux. D'accord? Les mauvaises, c'est s'ils sont tenus aussi par des réseaux derrière et qui vous font croire en fait qu'ils ont envie de changer les choses, mais ils ne les changeront jamais. Leur seul objectif, c'est de renseigner le système, c'est de cartographier la dissidence, qui sera un jour la future résistance, pour couper l'herbe sous le pied à cette future résistance qui est actuellement juste une dissidence, qui apporte une voix dissonante. Vous voyez? Les projets. Donc, pour ceux qui le savent, voilà plus de 3 ans que j'essaye avec difficulté, mais persévérance, qui est quand même matinée d'un désespoir hebdomadaire dans ce que je peux lire, constater et parfois subir à titre personnel. J'essaie depuis plus de 3 ans de monter un réseau citoyen français qui demain sera en capacité de fournir un vivier de cadres ou d'exécutants opérationnels capables eh bien, de mener différents types d'actions, politiques, citoyennes, associatives, voire plus, si affinité. Si affinité. Voilà ce que je fais depuis plus de 3 ans, avec les comités de salut du peuple, France, comité de salut du peuple. On a monté, voilà, 1 an et demi, après 8 mois de cabane, 8 mois de prison, la FFL-SA, Société Anonyme, Foncière Financière Libre. Donc je fais un point sur les projets, donc je commence par la FFL-SA, elle se porte bien, elle a plus de 550 souscripteurs à date, elle a quasiment 2 800 000 euros qui ont été prêtés par ses souscripteurs pour des contrats de 5 ans, voire plus, si affinité. Voilà. Et nous établirons le bilan de la FFL-SA qui sera établi donc au 1er janvier 2025. Voilà. En concertation avec la fiduciaire, donc la comptabilité, et l'avocat aussi en droit des affaires suisse qui pilote notamment la conformité de nos contrats et qui pilote aussi la conformité donc de toutes les actions de la foncière en Suisse et qui protège en fait les intérêts, nos intérêts et les intérêts de tous les souscripteurs en Suisse. Il a été convenu qu'il était mieux, après avoir fondé la FFL en fin septembre 2023, au bout d'1 an, on fait un exercice comptable décalé, on rajoute 3 mois, on bloque tout au 31 décembre, et le 1er janvier, dans la foulée du 1er janvier, on communique les résultats comptables. Donc je ferai sûrement une petite conférence de presse pour partager les résultats comptables d'1 an et demi de travail. Voilà. A priori, sauf mauvaise fortune, pour l'instant, la foncière se porte bien, même plutôt bien, parce que nous avons investi dans ce sur quoi nous avions promis d'investir. C'est-à-dire, au début, c'était 30% d'or et 40% d'immobilier. Bon, ben, on est maintenant plutôt sur du 40-40, 40% d'or, 40% d'immobilier, et 20%, 10% de cash, et 10% qui sert donc à alimenter les projets dont je vais vous parler ensuite. Voilà. Mais pour l'instant, on a tenu la corde, on a tenu les clés de répartition, et on a eu des bonnes surprises cette année, et bien parce que d'un côté, les tensions géopolitiques et politiques aussi internes françaises ont amené en fait à un enchérissement de l'or, comme beaucoup l'ont expliqué justement. Bon, c'est que la plupart des monnaies fiduciaires fiat sont en train de se casser la figure, et donc l'or et l'argent sont en train de monter. Ça tombe bien, on avait investi dans l'or et de l'argent, et donc c'est monté, donc les résultats de la foncière ne devraient pas être trop mauvais, voire même bons. Voilà. Mais je préfère pour l'instant être pessimiste, voilà, pour ne pas vous faire de faux espoirs. Il reste encore 2 mois de gestion, encore novembre et décembre. Dans ce cadre-là, vous disposez d'une filiale qui s'appelle la financière libre.ch, la financière libre.ch, qui est notre système interne, notre écosystème financier, qui d'ailleurs avait été autorisé en Suisse. Alors je m'explique. Ce système financier permet, dans le cadre d'un écosystème nous appartenant, donc différentes entreprises que nous sommes en train de déployer, entreprises de droit suisse, dans le cadre de ces entreprises de droit suisse détenues par la Foncière Financière Libre, qui est aussi une société anonyme de droit suisse,
nous avons l'autorisation à l'intérieur de cet écosystème de déployer un système d'échange interne, une monnaie interne. Nous pouvons le faire. Donc je le réitère, nous avons le droit de le faire, et ce que nous sommes en train de préparer. Donc écosystème suisse à destination de tous les clients disposant de fonds ou d'actifs dans cet écosystème, et ou souhaitant bénéficier des actifs de cet écosystème, quels qu'ils soient. Actifs financiers, un jour actifs alimentaires, actifs de services, actifs de produits, différentes choses que nous sommes en train de déployer. La financière libre.ch, tout attaché. Dans ce cadre-là, nous avons aussi aujourd'hui terminé, ça a été fastidieux, ça a été long, je vous avais dit que l'objectif de 2024 pour les CSP et pour la foncière était d'arriver à une autonomie alimentaire. Cette autonomie alimentaire passe par deux composantes. Il y avait bien sûr la cagnotte de la résistance agricole dont je vous parlerai ensuite, et Salut le juste marché, le justemarché.ch ou le justemarché.fr. Ce juste marché est un outil opérationnel de gestion de stock, de gestion des achats et de gestion des ventes de produits alimentaires. Autrement dit, depuis janvier, nous avons passé quasiment bientôt 11 mois à programmer un système interne, intégré, qui va nous permettre, donc dans cet écosystème dont je vous parlais à l'instant, de gérer tout ou partie de la chaîne logistique alimentaire. Dans cette chaîne logistique alimentaire, je vous présenterai un prototype de boutique que nous allons déployer, je l'espère, très prochainement dans le Vaucluse, à destination d'un CSP, qui a fait preuve d'une grande persévérance et d'une grande ténacité. Et donc, nous allons probablement déployer un stockage frais, ainsi qu'un point de vente frais dans le Vaucluse, je vous en parlerai plus tard, dans d'autres communications ultérieures, dans le cadre du juste marché. Ce sera le premier pilote que nous lancerons. Et pilote que nous lançons, pourquoi ? Parce que c'est un CSP, ici, alors il y en a d'autres ailleurs qui sont aussi en attente, c'est un CSP qui a réussi, avec, je vous le dis, tout simplement l'esprit d'organisation, mais surtout la ténacité et la persévérance, qui a réussi en fait à dépasser toutes les contraintes, toutes les rancœurs, tous les esprits de repli et de division pour créer un comité qui soit demain en capacité d'administrer, de gérer un projet coopératif. Voilà. Donc, le juste marché. Voilà pourquoi c'est une entreprise suisse qui va réaliser, donc une entreprise suisse de notre écosystème, qui appartient donc aux Nouvelles Constructions Suisses, ncs.ch. C'est une entreprise de notre écosystème appartenant à la foncière financière libre, qui va produire ce mois-ci, en urgence, les 2 premiers containers que nous allons devoir équiper et préparer pour un déploiement à début décembre. Nous souhaitons qu'à début décembre, il y ait un déploiement de 2 containers dans le cadre du projet Arche que je vous ai présenté donc cet été. 2 containers de distribution alimentaire. On va travailler tout le mois de novembre en mode scratch et en mode dégradé avec une petite équipe qui va s'y dédier. Et j'espère que nous pourrons vous présenter quelque chose donc fin novembre, début décembre, et que l'on va déployer. Ça, c'est pour le juste marché, parce que le juste marché s'appuie non pas que sur un système, mais il doit s'appuyer aussi ensuite sur un réseau qu'on va déployer. C'est bien beau de programmer, mais après, il faut aussi arriver dans ce qu'on appelle la réalité. Voilà. Et c'est pas que cybernétique. Parmi les projets, je vous avais parlé lors de mon tour cette année de la nécessité de progressivement s'éloigner de Telegram. Ça remonte à plusieurs mois. Les gens me disaient, oui, mais tu comprends, Telegram, tout ira bien, c'est sécurisé. Patatras. Vous savez ce qui s'est passé avec l'arrestation d'un des fondateurs de Telegram. Et donc, on ne peut plus se lâcher sur Telegram. Maintenant, il faut faire attention. Hein, parce que je pense que la plupart des services de renseignement, notamment français, qui ont ouvert la porte pour les autres services de renseignement occidentaux, permettent maintenant d'avoir ouvert des portes sur Telegram, des backdoors, leur permettant de vérifier en fait qui est derrière le message et qui est derrière le profil lançant tel ou tel message. Donc il n'y a plus de confidentialité sur Telegram.
Autrement dit, on a besoin d'une messagerie sécurisée. Voilà. Donc, la messagerie sécurisée, je vous avais conseillé d'aller sur une messagerie transitoire, que le réseau connaît bien, mais qui, je vous le dis aujourd'hui, qui ne doit rester qu'une messagerie transitoire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en les messageries, je ne sais pas qui est derrière. Voilà. Comme je n'ai pas confiance au Bitcoin, parce que je ne sais pas qui est Satoshi Nakamoto, et peut-être que c'est juste un vulgaire scribouillard de la NSA. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une agence de renseignement électronique américaine, qui pourrait être, avec la CIA, qui pourrait être derrière en fait la création du Bitcoin. Bref. Donc, mais je reviens à la messagerie sécurisée. Vu que je ne sais pas qui y a derrière, je ne veux pas vous faire prendre de risques avec des messageries qui sont en fait non sécurisées. Voilà pourquoi nous allons devoir lancer le projet. Il sera lancé lundi et il prendra 3 mois au moins de disposer de notre propre messagerie sécurisée. Nous allons la programmer. Nous en avons les moyens financiers, on en a les moyens techniques. Donc nous allons en fait programmer notre propre messagerie sécurisée qui disposera de ses propres clés de cryptage auxquelles nous seuls aurons accès. Et personne d'autre. Voilà ce qui va se passer pour le 4e projet. 5e projet, on a le site de troc. Quand j'avais lancé le franc libre il y a plus de 2 ans, il devait être suivi d'un site de troc qui devait s'appeler le Bon Coin du franc libre. Voilà. Ce site de troc va lui aussi, maintenant que nous avons en fait programmé le juste marché qu'il est opérationnel, nous avons lancé donc 2 projets là à partir de lundi, un projet sur le site de troc et un projet sur le site de messagerie sécurisée. Ce site de troc permettra, encore une fois, à toutes les personnes membres de l'écosystème, foncière financière libre, la financière libre, de disposer d'un outil interne permettant de vendre des produits et des services avec une monnaie autorisée par les autorités suisses, car appartenant à un écosystème fermé, clos, si vous préférez. Site de troc. Les travaux continuent sur une de nos infrastructures, enfin notre infrastructure, la principale que nous ayons achetée, pour disposer bientôt d'un plateau de tournage, ouais, que nous sommes en train donc d'équiper et qui va commencer à créer du contenu avant que nous lancions le média France Libre Télévision. Le média France Libre Télévision existe, il n'a pas été encore lancé officiellement. Nous devons en fait créer le contenu nécessaire pour disposer d'une grille de programme, mais aussi d'une interface vous permettant eh bien, de disposer encore une fois dans cet écosystème eh bien, de votre propre média. Voilà. Alimentation, échange, troc, média, messagerie. France Libre Télévision. La cagnotte de la résistance agricole avait été lancée donc en février 2024. Elle avait récolté quasiment 130 000 euros. Nous avions reversé 100 000 euros à plus de 20 fermes et nous avions conservé 30 000 euros en caisse pour les aléas. Voilà. Ces 30 000 euros sont toujours là. Nous les conservons pour ce qui devait être en fait, ce qui pourrait être demain le 2e volet de la cagnotte de la résistance agricole, que vous retrouverez sur le site cagnotte-résistance-agricole-2024.com. On avait en fait anticipé sur une possible résurgence du mouvement paysan, comme c'est le cas aujourd'hui, en leur disant, regardez, on peut vous mettre à disposition un site qui n'a pas qu'une cagnotte pour aider, qui a aussi un système de pointage des bénévoles, de pointage des fermes en difficulté, mais aussi de pointage des points logistiques qui pourraient demain être nécessaires pour monter ce que l'on pourrait appeler non plus un convoi de la liberté, parce que le convoi de la liberté a été une entreprise qui a été infiltrée et noyautée par les services de l'État, mais bien, par exemple, un convoi de la libération. Pour ça, il faut disposer d'un site autonome et déjà opérationnel, et c'est le cas. Donc il est prêt. Si d'aventure, les paysans, qu'ils soient de la coordination rurale ou d'autres, veulent
l'utiliser en coordination pour la synchronisation des actions. C'est prêt, c'est là. Et vous savez d'où ça vient, et vous savez comment ça a été financé, et vous savez tout ça. Ceux qui l'ont financé, c'est vous, en fait. On n'a pas fait appel à Soros, à Gates, à la CIA, ou j'en passe. C'est vous qui l'avez financé de ça. Voilà, cagnotte de la résistance agricole. Je vous donne beaucoup d'informations, hein, c'est très dense. Ensuite, sur les projets, il y aura une intronisation au mois de novembre pour un CSP dans le Doubs. Donc je me déplacerai dans le Doubs pour introniser ce CSP. Et enfin, en termes de date, je vous annonce ce soir que nous aurons, et je vous l'avais promis, le premier congrès régional citoyen qui aura lieu le vendredi 29 novembre au samedi 30 novembre. Ce congrès régional citoyen est un congrès qui est moins ambitieux sur le plan logistique, hein, je veux dire, que ce qu'on avait fait les 15, 16 et 17 août cette année, où on a eu la chance d'avoir la pluie pendant 2 jours, ce qui a plombé notre événement. Malgré tout, on a eu 250 résistants qui étaient là pendant quasiment 3 jours. Bref, c'était un peu le village gaulois, c'était beau à voir aussi. Bref, on aura un congrès régional citoyen qui aura lieu dans le sud de Strasbourg. Donc on commence la valse, le tour des congrès régionaux qui auront lieu, je pense, en moyenne tous les 2 mois, par l'Est. On va commencer à Paris. Là, on va faire un congrès régional donc dans l'Est, dans le sud de Strasbourg, au château de Tanvillers. Je vais faire la communication sur Twitter et sur YouTube, en attendant d'avoir un jour France Libre Télé et avoir notre propre messagerie et différentes choses. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc ça, prenez date, c'est le vendredi 30 et le vendredi 29, pardon, et le samedi 30 novembre. Et nous aurons la chance d'accueillir Pierre Hilard le vendredi 29 novembre et Marion Sigaud le samedi 30 novembre. Et qui en plus nous régalera. Alors Pierre Hilard parlera bien sûr de son dernier livre sur les Lubavitch le vendredi à 18h au château. Et le lendemain, nous aurons un village de Noël, donc avec des exposants du CSP, mais aussi des exposants locaux, bien sûr, avec des petites baraques de Noël et tout, un truc assez sympa, assez festif. Et le soir, nous aurons donc Marion Sigaud le samedi à 18h, suivi d'une soirée piano et chant à 20h, avec Fabrice Heulery, le pianiste qui accompagne Marion Sigaud. Ça va être un bel événement. Je vous laisse la surprise d'une autre date qui devrait se dérouler autour des 15-16 décembre. Autour de personnalités. Pour l'instant, je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas encore calé, ni organisé, ni quoi que ce soit. Mais j'ai reçu l'autorisation de principe, l'accord de principe de toutes ces personnes qui vont participer avec moi à cet événement. Je n'en serai pas l'instigateur. J'en serai en fait un des acteurs, mais je ne suis pas l'instigateur. C'est une démarche collective qui devrait avoir lieu autour du 15-16 décembre, mais je vous en reparlerai. Je vous en dis pas plus. Je laisse le suspense intenable hanter vos nuits sur qu'est-ce qui se passera le 15 ou le 16 décembre. Voilà. Donc ça, c'était le point 3 par rapport à tous les projets du réseau. Donc point 1, géopolitique, point 2, contexte politique, point 3, projet du réseau CSP, vous avez tout sous la main. Point 4, les actualités personnelles cette fois-ci. Alors, il y a ce que je fais en action au quotidien, et cette action au quotidien, subit des paramètres, et un paramètre qui est notamment un paramètre judiciaire, notamment par rapport à ce que j'ai subi depuis maintenant plus de 2 ans, qui a été d'abord donc une mise en examen, avec une incarcération de 4 mois, puis du bracelet pendant encore 4 mois, et maintenant un contrôle judiciaire qui perdure depuis maintenant... ça va faire 1 an, hein, ça va faire 14 mois que je suis sous contrôle judiciaire. Voilà. Pendant ce temps-là, mes avocats ont œuvré, et donc c'était le 27 décembre 2023. Nous avions déposé le 27 décembre, tenez-vous bien, 27 décembre 2023, un pourvoi en cassation pour demander en fait tout simplement l'annulation de la procédure sur sa forme, pas sur son fond, sur sa forme.
Cette cassation a été déposée donc le 27 décembre, et c'était à l'encontre d'un arrêt qui avait été publié par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix du 21 décembre 2023. Donc on a été contre ça, on était en cassation pour cela. Il a fallu plus de 10 mois, quasiment 11 mois, pour enfin avoir notre pourvoi en cassation qui a été analysé par ce qu'on appelle, ce qui était la chambre des requêtes, mais qui est maintenant en fait la chambre des recevabilités, pour savoir si c'était recevable. Donc il a fallu 11 mois pour savoir si c'était recevable. Je peux vous dire que le scooter du fils Sarkozy, on l'avait retrouvé beaucoup plus vite à l'époque. Hein. Donc 11 mois pour ça. Le délibéré sera effectué le 3 décembre. Le 3 décembre, on saura enfin si les motifs que mes avocats ont exposés lors de ce dépôt, ce pourvoi en cassation, a priori la chambre de recevabilité estime que c'est recevable, elle estime, mais le délibéré, il faudra encore attendre 1 mois. Donc c'est le 3 décembre. Dieu sait que c'est long, chers amis, c'est long. Et tout ceci m'empêche pour l'instant de bouger et de faire ce que je souhaite. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Notamment sortir de France. Je ne peux pas sortir de France. Ensuite, vous avez suivi récemment que le général Coustou, dont j'ai une certaine estime, avait lancé une association pro-patria. Donc j'ignore totalement quelle est la nature des relations entre Place d'Armes et général Coustou. A priori, ça ne s'était pas forcément bien passé, et je n'avais aucune raison particulière d'être contre son initiative pro-patria, que j'estime bien. Sauf que dans cette association pro-patria, on a retrouvé des énergumènes, et j'emploie un euphémisme, des énergumènes, notamment un certain Henri van den Molengraft, qui a ni plus ni moins que foutu sa merde dans tout le CSP avant de rejoindre en tant que trésorier cette association. Il a foutu sa merde de partout. Il a monté des membres d'une famille contre les autres membres de cette même famille. Une famille qu'on connaît bien au CSP, avec lequel on a des projets, que je ne citerai pas aujourd'hui. Cette personne a même essayé, à travers les services de gendarmerie et préfectoraux derrière, tenez-vous bien, d'annuler ou donc de gêner la tenue de notre congrès national citoyen d'août. D'accord ? Donc ce type est une ordure. Donc quand ce type est une ordure, il devient le trésorier d'une association. C'est pour ça que j'ai commis un message disant « Hartung, il y a un truc qui ne va pas là ». Où j'ai appelé le général à faire attention à ses premiers collaborateurs. Parce que s'il s'entoure de collaborateurs qui foutent la merde dans d'autres associations, il est possible que l'esprit de concorde, l'esprit de convergence, l'esprit d'union qui anime Pro-Patria soit déjà légèrement biaisé dès l'origine. Et puis c'est d'ailleurs ça peut tout simplement porter préjudice à l'esprit de cette association. Donc moi, j'en sais pas plus cette assoce, je sais simplement que le trésorier est une ordure, et qu'il a essayé en fait de faire pique-pente pour nous emmerder. À nous au CSP et à des personnes dans leur vie privée. Privée. Donc je sais bien qui c'est, et on l'a dégagé. Hein. Il est actuellement sur le mur des radiations du CSP. Hein. C'est pas pour rien. Bref. Ensuite, j'ai reçu les attaques avant-hier du site Profession Gendarme. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, parce que j'exprime toute mon amitié donc au président de Profession Gendarme, qui est Ronald Guillaumont. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a en coulisses. Le site qui est censé partager de l'information, voire des tribunes, envers des personnalités politiques qui nous emmerdent au quotidien. Donc c'est un site contestataire, dissident, bienvenue. A commencé en fait à publier ou laisser publier des articles qui sont en fait purement diffamatoires, à mon encontre. On me voit sur des photos personnelles en train de boire un verre avec des amis, on me voit en train de fumer un cigare, on me voit en train, en fait, je sais pas, enfin, des choses assez triviales du coup. Et ensuite, il y a un tissu en fait de mensonges avec.
Donc, moi, j'en ai parlé à François Dubois, que je connais, à qui j'ai des échanges, et je lui dis, bon, François, vous êtes vice-président de Profession Gendarme, ça serait bien de vous renseigner, savoir quelle est la genèse de ces charges sans fondement contre moi. Parce qu'en plus, ça n'apporte rien au débat public. Et ça n'apporte rien en plus à nos actions au quotidien. Donc c'est du fiel, c'est du petit venin. Et c'est dommage que pour l'instant, que Ronald Guillaumont ait laissé des personnes sous pseudonyme. Donc dans cet article que vous verrez, allez sur Profession Gendarme, vous verrez. Tapez Juvin, machin, vous verrez le truc. C'est quand même signé par une personne sans visage, sans nom, et qui me parle d'honneur. Il me parle d'honneur. Mais de quel honneur parlez-vous? Le premier honneur d'un homme ou d'une femme libre et digne d'être libre, c'est déjà de parler en son nom et de façon identifiée. De quoi avez-vous peur? Donc, il y a un tissu de racontars me concernant. Ce sont des personnes qui n'assument pas ce qu'ils disent et qui sont simplement là pour distiller du fiel et du venin et pour en fait essayer de diviser toujours plus les gens. Voilà. Donc, je vais en rester là sur Profession Gendarme. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas pourquoi Ronald Guillaumont a laissé cette personne sous pseudonyme me cracher à la gueule. Je ne vais pas me laisser cracher à la gueule, je vous le dis tout net. Voilà, sinon, bah, tant pis, hein, il n'y aura plus de Profession Gendarme et on ne travaillera plus ensemble, ou en tout cas, il n'y aura pas de soutien de notre part, quel qu'il soit. C'est dommage. Et c'est dommage d'ailleurs. Et c'est dommage de voir, en fait, toutes ces petites... c'est même pas des guerres d'ego, quoi. C'est que là, on est sur des personnes qui sont non identifiables. On ne sait même pas qui c'est. Donc on peut même pas qualifier. C'est là où je vous invite à faire preuve, encore une fois, de discernement. Quoi qu'on vous dise sur qui que ce soit un article de journal, une vidéo, un journaliste, un opposant, qui que ce soit prend la parole ou écrit quelque chose, qualifiez l'émetteur. Vous devez qualifier l'émetteur. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Quelle est son orientation sexuelle? Est-il marié? Est-il célibataire? A-t-il une profession? A-t-il une confession? Est-il dans un réseau? Bref, environner l'émetteur de l'information pour savoir si cet émetteur est un émetteur digne de ce nom, c'est un émetteur de qualité, pour ne pas qu'il vous induise en erreur. Qualifiez l'émetteur. Et ne dites pas simplement, ah bah oui, mais c'est pas le porteur de message qui est important, c'est le message. Ben oui, mais quand même. Il y a certains porteurs de messages, on peut se demander s'ils n'ont pas trafiqué le message, si vous voyez ce que je veux dire. Ou qu'ils n'ont pas biaisé le message. Ou qu'ils ne font pas en sorte de porter ce message à ce moment-là, parce que ça appartient à un plan plus vaste pour lequel vous n'avez aucune connaissance ni information. Donc, qualifiez l'émetteur, je vous en supplie. Puis si vous ne le faites pas, ben, tant pis pour vous. Voilà. Vous resterez dans la main de ces personnes qui vous font croire n'importe quoi, qui vous montrent rien, et qui surtout ne vous aideront pas le jour J. J'irai au bout de ce que j'ai promis à tout le monde. Mais vous êtes vous-même les victimes de la paupérisation, vous êtes les victimes d'un climat lourd, et vous êtes les victimes du clic, les victimes du zapping. Vous ne voyez plus, vous ne considérez plus le temps comme une ressource qui doit être manipulée avec considération. Il faut du temps pour accoucher de certains projets. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut 20 ans pour éduquer et instruire un enfant et en faire un homme, une femme, bref, un citoyen. Il faut 20 ans. Ça, c'est pas en 3 mois. Vous n'aurez pas la Révolution française en 2 heures, ou la contre-révolution, vous ne l'aurez pas en 2 heures. C'est pas le temps d'un programme sur Netflix, sur Disney+, ou Canal-. Ça prend plus que 2 heures. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, peut-être même 20 ans. Donc sortez de cette matrice hypnotisante pour vous et essayez de retrouver le bon référentiel temporel. Construire prend du temps. Construire une famille comme vous l'avez fait vous a pris 20 ans, 30 ans. Construire une entreprise. Construire votre épargne. Construire votre patrimoine. Construire un réseau. Ça prend du temps.
Et d'autant plus que ce réseau repose sur de l'humain, et l'humain aujourd'hui est en proie à toutes les attaques, à toutes les régressions, à tous les replis sur soi, à toutes les cupidités, bref, à tous les vices. Voilà, chers amis, j'espère que ces 55 minutes vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous prochainement pour les CSP qui seront intronisés mi-novembre. Je vous donne rendez-vous fin novembre pour le Congrès régional citoyen et pour tous les acteurs, collaborateurs qui m'accompagnent au quotidien. Rendez-vous lundi matin, dans la joie et la bonne humeur, pour poursuivre nos objectifs de création d'un réseau de résilience alimentaire, financière, logistique, bref, globale, permettant de préparer un jour des jours heureux, mais avant cela, de réduire la souffrance dans ce qui risque de nous arriver dans quelques semaines, quelques mois. Je me bats pour le retour du Christ roi. C'est mon seul guide et mon seul principe. Je me bats pour le retour du Christ roi en France. Et je me bats ensuite pour le peuple de France, et donc pour la France. Et donc je me battrai contre tous les ennemis et tous les adversaires, à la France, à son peuple, mais aussi au Christ roi. Voilà, chers amis, si vous voulez une profession de foi, elle se limitera à ces quelques lignes. Vive la résistance et vive la France. Et bon week-end à tous. Au revoir.